Alors, bienvenue dans la première édition du podcast insolite. En fait, en vérité, c'est pas vraiment la première édition, puisqu'on a déjà fait un enregistrement, mais qui n'a pas bien fonctionné à cause d'un micro qui n'a pas été branché. Euh, Ça arrive, surtout pour une première. Alors du coup, pourquoi le podcast insolite? Parce qu'en fait, on va voir que les news sont pas si insolites, mais c'est surtout que je manquais d'imagination pour le nom du podcast. Donc en attendant, je l'appelle le podcast insolite. Après, si on a d'autres idées de nom pour ce podcast, eh ben, il changera de nom. Et puis si vous, vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut nous aider. Merci. Alors, c'est quoi le principe sinon du podcast insolite? Mais en fait, le principe, c'est que je vais sélectionner chaque semaine quelques articles qui m'ont intéressé et je fais quelques recherches sur le sujet. Et en fait, on va en discuter un petit peu autour. Ça peut être des sujets insolites, ou comme cette semaine, pas si insolite que ça. La semaine dernière, l'enregistrement que vous n'aviez pas eu, c'était très insolite. Il y avait des histoires de caca, tout ça, c'était intéressant, mais malheureusement, vous ne l'aurez pas. Peut-être la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura des sujets insolites, parce que je traite toujours les sujets de la semaine. Donc, alors, la sortie, bah, comme je l'ai dit, ça sera hebdomadaire, théoriquement. On va peut-être sauter certains week-ends, mais théoriquement, ce sera hebdomadaire et tous les dimanches. Et cette fois, en intervenant, parce que les intervenants peuvent changer, il y en aura plus ou moins. Cette fois-ci, on a Clémentine Bonjour. et Lamine Bonjour. et moi-même, Fabien, qui présentera donc le premier podcast insolite. Alors, dans les sujets qu'on a pour cette semaine, on a le sujet de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement au sujet de l'accident qu'il y a eu récemment avec Uber et des questions que ça peut poser vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On a en deuxième sujet la question à voir avec le Sahara. Il y a un article qui est sorti récemment qui indique que le Sahara, en fait il y a une étude qui est sortie qui montre que le Sahara est en fait en 100 ans, il s'est étendu de 10% de plus. Oui, quand même. On va dire ça. Et le troisième sujet, ça a à voir avec l'espace et la chute récente de Tianyang-1. Et on va parler de ça, et puis des débris spatiaux, et du, comment ça s'appelle, du remove débris qui a atteint l'ISS le 4 avril dernier. Et pour finir, le tout dernier sujet, ce sera le sujet de la vallée du Rift. Donc voilà, c'est les sujets de cette semaine. Alors on va commencer par l'intelligence artificielle. Alors donc je le disais, le mois dernier en fait il y a une voiture autonome de la société VTC Uber qui a percuté une cycliste. Et il s'avère que du coup la question de la responsabilité s'est posée. Et John Kingston, qui est docteur à l'université de Brighton au Royaume-Uni, a du coup écrit une réflexion pour essayer de répondre un petit peu à cette question. En gros, lors d'un accident dont une intelligence artificielle est, entre guillemets, la cause, qui est le responsable? Et en fait, il a réfléchi un petit peu et il a expliqué qu'il y avait trois possibilités. Soit on part du principe qu'il est auteur par l'intermédiaire d'autrui, ou une conséquence naturelle probable. Conséquence naturelle probable, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les accidents, ça arrive. Et du coup, non mais c'est vrai. Et en fait, il s'avère que bah, des accidents en relation avec des robots, par exemple, ça existe déjà. Des robots qui ont déjà tué, entre guillemets, parce que si on parle de volonté, mais on ne parle pas de volonté, c'est des accidents, qui ont déjà tué des ouvriers, notamment dans des usines de voitures, par exemple. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps, peut-être quelques mois ou quelques années, je sais plus, en Allemagne, dans une usine Volkswagen, où en fait un ouvrier s'est fait coincer par un bras robotique contre la grille. Et du coup, il est mort comme ça. Et c'est arrivé aussi au Japon, un accident à peu près similaire. Du coup, ça c'est la conséquence naturelle probable, c'est l'accident, ça arrive. Et le troisième, c'est la responsabilité directe. C'est-à-dire, bah, c'est l'intelligence artificielle qui est en cause, ce serait ça. Ensuite, il s'est posé aussi la question de la défense. C'est-à-dire que dans le cas d'une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme défense?
Parce que s'il y a une question de justice, il y a une question de défense aussi. Et il s'est posé la question, est-ce que pour une intelligence artificielle, on pourrait invoquer le bug? Le bug un peu comme au même titre que la folie. C'est-à-dire, voilà, Ah. il n'était pas en possession de tous ses moyens à ce moment-là. Il a eu un bug. Un peu comme quelqu'un qui a une crise de jalousie d'un coup et qui pète les plombs et qui va assassiner Folie euh, passionnelle. exactement la folie passionnelle. Est-ce qu'on pourrait invoquer ce genre de truc? Ou encore autre chose, dans le cas par exemple d'un virus, hein, d'un cheval de Troie ou je ne sais quoi, carrément ne pas être reconnu responsable de ses actes. Hmm. Donc il s'est posé toutes ces questions-là, et après il en est venu justement après à la question de la sanction. Une fois qu'on a établi un coupable, quelles sont les sanctions qu'on va appliquer? Et en fait, au niveau des sanctions, c'est très compliqué. Il y a des gens qui ont réfléchi, par exemple, pour la sanction, à la possibilité en fait, de mettre en fait, une espèce de cagnotte en place par chaque entreprise Hmm. pour... Non, mais c'est très particulier. Donc, il y en a qui ont pensé à ce que chaque entreprise fasse une espèce de cagnotte qui permette de faire D'indemniser. une indemnisation, parfait. Une indemnisation merci Clémentine, une indemnisation auprès des familles, mais ça pose tout un tas de questions parce que ça voudrait dire que, par exemple, pour une société, c'est pas très grave s'il se passe ça, parce qu'en en soi, c'est un petit accident mineur, par exemple. On peut ne pas ça peut coûter par exemple plus cher de changer le source code, etc., ou de faire en sorte que l'intelligence artificielle apprenne plus longtemps et que du coup le truc soit immobilisé plus longtemps, ça peut faire plus de pertes financières que de faire l'indemnisation auprès des familles. Donc ça pose tout un tas de questions comme ça. C'est une idée, c'est pas encore, à mon avis, ce sera pas une idée qui sera mise en place parce qu'elle pose beaucoup trop de problèmes. Ce que j'ai. Quand moi j'entends par sanction, c'est qu'il y a un crime qui a été fait, on va dire, Mhm. et il y a des responsables qui sont désignés. Ouais. Là, qui va être désigné? Bah justement, c'est toute la question. Est-ce que du coup, le responsable, c'est le conducteur, par exemple dans le cas du VTC, Uber, Hmm. est-ce que c'est le conducteur qui n'a pas réagi, parce que théoriquement il peut reprendre possession de Mhm. son véhicule? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Ou est-ce que c'est les développeurs? Ou est-ce que c'est l'entreprise? C'est qui le responsable? Juste par rapport à justement à l'accident d'Uber, c'est que moi j'avais cru comprendre que cette fois dans la voiture, elle était totalement autonome, qu'il n'y avait pas de conducteur. Alors si, il y avait un conducteur D'accord, dedans. ok. Pour le coup, il y avait un conducteur dans la voiture. Il faudrait établir quelles sont les limites de ce que lui peut faire dans la conduite. Pour évaluer le degré de responsabilité, il faut savoir comment il a fait sa formation, on va dire. Autonome, Oui, entre de guillemets. c'est autonome, il doit avoir quelque chose d'une formation. À ma connaissance, pas du tout. Et justement, c'est tout le principe, c'est que tout le monde pourrait conduire Ouais. une voiture autonome sans avoir de formation, simplement en ayant le permis, parce que le truc, c'est tout simplement de faciliter encore plus la conduite. Mm. C'est-à-dire que maintenant, on a des voitures autonomes que tout à chacun peut, entre guillemets, autonomes, parce qu'elles ne le sont pas, mais qui peuvent carrément se freiner net Mm. sans intervention, parce qu'ils récupèrent une information qui indique qu'il y a une voiture ou un piéton qui est juste devant. Tout comme actuellement, on a des aides à la conduite avec des caméras ou bien des bips, etc. C'est déjà en soi. Sauf que là, ça va carrément plus loin, c'est carrément on peut lâcher le volant et la voiture, voilà. Et du coup, la question, c'est aussi, imaginons, on a une voiture autonome, on doit faire un trajet d'une demi-heure. Est-ce que on risque pas théoriquement, on pourrait dormir dans la voiture. Mm. Sinon, voilà, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'autre intérêt que on pourrait dormir, on pourrait lire, on pourrait faire des choses qui nous intéressent un peu plus que faire la conduite. Et du coup, est-ce qu'on peut impliquer le conducteur dans ces conditions-là en disant c'est de sa faute? Parce que c'est tout le principe de la voiture autonome normalement, c'est qu'il n'ait pas besoin de porter attention à la route. C'est tout le problème, c'est qu'on se rend compte avec cet accident que le conducteur, en fait, il garde une certaine importance puisqu'il est censé pouvoir finalement pallier aux bugs éventuels de la machine. Mm. Et du coup, le problème, moi, ce que je vois avec les voitures autonomes et qui a un conducteur, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils améliorent vachement leur système, c'est que finalement, étant donné qu'on se dit c'est une voiture autonome, je n'ai pas besoin de me concentrer, s'il y a un bug, et ben on n'a pas les réflexes qu'on a quand on conduit habituellement.
Le gars, même si... Enfin, je veux dire, même s'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, ses réflexes sont diminués par le fait qu'à la base, lui, dans sa tête, c'est une voiture autonome. Je n'ai pas à m'impliquer. Et du coup, quand il y a eu l'accident, à mon avis, il a peut-être essayé de faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il a réagi trop tard. Alors, Parce qu'il faisait confiance à la voiture. apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, la voiture n'a pas freiné, donc il n'a pas agi, il n'a rien fait. Oui, bah c'est ce que je disais, on Oui. peut carrément dormir, donc les réflexes, ils peuvent ne carrément pas y en avoir, oui, c'est ce que je disais. Et il y a des voitures comme ça, les Tesla, où on peut passer en mode, en mode autonome. La voiture peut dépasser tout. Et il y a déjà eu des cas d'accident comme ça. Alors, t'as dit qu'il y avait déjà eu des accidents, mais il me semble que c'est le premier accident impliquant la mort d'un humain. Non, c'est pas le premier accident impliquant Avec la mort les d'un voitures, humain. parce que c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Non, en fait, Tesla, par exemple, a déjà eu un accident mortel avec un humain, sauf que c'était le conducteur qui est mort. En fait, ce qui s'est passé dans le cas de Tesla, c'est que il y a eu un espèce de... En fait, ils roulaient sur une route, une autoroute, je crois. Et en fait, le soleil venait de face, et il était assez bas. Donc ça devait être en fin de journée ou en début de journée. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait une remorque blanche et ils n'ont pas pu la voir, que ce soit la caméra de la voiture ou bien le conducteur. Donc, et puis ce qui s'est passé, c'est que la voiture est rentrée dedans comme s'il n'y avait rien. Et c'est assez ironique parce que quelques semaines avant, le même conducteur qui est mort dans cette Tesla avait partagé une vidéo auprès de Tesla pour indiquer, les caméras de sa voiture avaient montré comment sa voiture avait réussi à éviter une voiture qui allait lui rentrer dedans en allant sur une ligne discontinue. Parce qu'il y a cette question aussi qui se pose, c'est à partir du moment où c'est une voiture qui doit prendre des décisions, qui doit être autonome, quand est-ce qu'elle accepte d'outrepasser les règles? Parce que normalement, passer une ligne continue, elle ne devrait pas. Mais là, dans ce cas-là, elle l'a dépassé. Elle l'a dépassé pour le truc. Et peut-être que c'est un ordre de priorité, et qu'elle priorise le plus important. Je pense qu'il y a un truc qui est important à rappeler, c'est qu'on parle de voiture autonome, mais une voiture autonome, c'est une voiture qui prend des décisions seule, c'est en ça qu'elle est autonome, mais c'est pas une voiture... Enfin, on parle pas d'autonomie au sens qu'elle va décider d'elle-même un objectif. L'objectif, c'est le code source qui va lui donner. Si les personnes qui ont tapé le code source indiquent qu'il faut qu'elle fasse ça, mais l'intelligence artificielle va agir en fonction de ses objectifs. Elle ne définit pas ses propres objectifs. En ça, elle n'est pas autonome. Tu peux parler en termes de calcul. Elle va calculer on lui donne ce qu'elle a à faire et elle calcule ensuite les meilleures dispositions. Dans le cas d'une intelligence artificielle, théoriquement, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Ça, c'est typiquement humain, c'est pas quelque chose qu'un robot peut avoir, là, cette notion de bien et de mal. Donc en fait, par exemple, dans les questions des dilemmes, par exemple, là, on avait une question de dilemme, mais il y en a des bien pires. Et par exemple, il y a des accidents inévitables. Et apparemment, au départ, on pensait que l'accident qui impliquait le Uber était un accident inévitable. Apparemment, ça a changé, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais apparemment, c'était un accident inévitable, c'est-à-dire que le vélo est arrivé très soudainement, à un endroit où normalement il n'aurait pas dû traverser, et la voiture est rentrée dedans. Et le seul truc qui se pose, c'est qu'après analyse des vidéos, apparemment ce serait un petit peu plus compliqué que ça, et surtout il se pose la question pourquoi la voiture a même pas un peu freiné. Parce que même si l'accident était inévitable, peut-être que si la voiture s'était mise à freiner, l'accident aurait pu être moins dramatique encore. Mais bon. Donc du coup il se pose aussi cette question des dilemmes. Et par exemple... est-ce que il faut favoriser la survie du conducteur ou favoriser la survie des piétons, par exemple, ou d'une autre voiture en face? C'est-à-dire, est-ce que, imaginons, il y a des questions comme ça qui sont assez étonnantes, mais par exemple, il se pose la question, s'il y a un chien et un chat, et que inévitablement il faut qu'il en écrase un des deux, lequel il va choisir, le chien ou le chat?
Ça fait partie de ces dilemmes. Et en fait, pour répondre à ces dilemmes, ce qu'ils font actuellement, c'est ils laissent les gens répondre. En fait, ils mettent des questions, des dilemmes moraux, en quelque sorte, comme ça, et ils laissent à des gens comme toi et moi, on peut répondre à ces questions en ligne en disant, bah ouais, il faut choisir ça. Alors, les sociétés automobiles, par exemple, sur cette question de dilemme, en ce qui concerne la sécurité du conducteur, ils ont tendance à privilégier la sécurité du conducteur. C'est normal, ils veulent vendre leur voiture, tout ça, ils veulent pas dire non mais si vous prenez ma voiture, si jamais il y a un dilemme comme ça qui se produise, s'il faut sauver 10 personnes ou vous, on va choisir les 10 personnes. Et théoriquement, si on réfléchit un peu froidement, il faudrait plutôt privilégier les 10 personnes et plutôt que la personne seule dans sa voiture. Et d'ailleurs, il y a un rapport allemand qui vient de sortir et qui dit qu'il faut privilégier non pas la sécurité du conducteur, mais la sécurité des gens extérieurs. Ça répondrait, disons que quand ils disent ça, ça répondrait aussi de toute façon au fait que si on regarde tout ce qui est code de la route et compagnie, les piétons sont prioritaires. Dans quasi la majorité des cas, tu vois un piéton qui traverse, même s'il n'est pas sur un passage piéton, tu es censé t'arrêter. Du coup, sécuritairement parlant, mais au-delà de ça, en termes de légalité, logiquement, une voiture, que ce soit autonome ou non, il y a un piéton qui passe, la voiture est censée s'arrêter. Ouais. Voilà. Donc après, en cas d'accident, moi je suis assez froide, hein, mais je pense que y a 10 je préfère éviter 10 personnes, quitte à moi me mettre en danger, que d'écraser 10 personnes. Mais de toute façon, clairement, je pense que c'est le choix à faire. Et je reprends aux animaux. Alors je répondrais pas, faut choisir le chat ou le chien, je dirais qu'il faut aller vers l'animal le plus petit. Ah, c'est marrant ça. Bah, pour sécuriser pour le coup, conducteur. autant sécuriser le conducteur, s'il y a un truc à écraser, un cerf, t'as de fortes chances de mourir avec lui. Voilà, tu te prends un cerf ou un sanglier, le sanglier ça fait quand même bien 100 kilos, t'as bien tassé, tu peux te le prendre, tu risques de mourir. Il y a un animal, tu prends le plus petit. Oui, voilà. Moi perso c'est le chat, donc je laisserai écraser le chat. Attention, il y a des gens qui vont t'en vouloir. Il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment très certainement fortement les chats, et voilà. Bah, c'est pas très vegan. S'ils écoutaient mon histoire... ouais, voilà, je suis pas sûr histoire avec mes chats. Que ça veuille une mort. Non, pour ma défense, je pense avoir un raisonnement très logique. De toute façon, on est dans le cas d'un dilemme où, de toute façon, on ne peut pas éviter. Il faut prendre une décision dans n'importe quel cas. Et d'ailleurs, il faut prendre une décision. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'il faut prendre la décision ? Est-ce que nous, on peut prendre la décision ou est-ce qu'on laisse l'intelligence artificielle prendre la décision ? Théoriquement, l'intelligence artificielle, elle est utilisée actuellement dans plein de domaines. Par exemple, l'intelligence artificielle est utilisée pour les CV, par exemple. Elle est employée par certaines entreprises pour sélectionner les CV et pour dire embauche celui-là. Mais elle est plus utilisée comme suggestion en fait, et pas comme prise de décision. Théoriquement, c'est l'humain qui prend la décision finale, etc. Après, on est incapable d'expliquer pourquoi ils ont pris cette décision-là. Parce que c'est tout le principe de l'intelligence artificielle, c'est que théoriquement, elle réfléchit mieux que nous, sur des choses très précises. Oui, tu veux dire quelque chose ? Je dirais pas qu'elle réfléchit mieux que nous, je dirais c'est un calcul froid et logique en fait. Et ça ne fait pas intervenir des dimensions éthiques, empathiques ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, bon, bah voilà, c'est lui qui a le meilleur diplôme, c'est et enfin, c'est un calcul très logique en fait. Ouais, merci de le préciser. Donc, effectivement, c'est plus un calcul qu'une réflexion, effectivement. Et il en arrive à sélectionner des CV. Mais du coup, parfois, l'employeur, il est là et il regarde le CV et il se dit mais pourquoi il a privilégié lui plutôt que lui ? Parce que lui, en tant que en tant qu'humain, il aurait plutôt sélectionné l'autre, ça peut arriver. Et du coup, est-ce qu'on fait confiance à l'intelligence artificielle ? Peut-être qu'elle a eu un bug, peut-être qu'elle ne fonctionne pas aussi bien que l'entreprise qui l'a mise en place le prétend. Ou bien aussi, il y a d'autres choses qui peuvent intervenir, c'est qu'on a tendance à oublier, mais il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui fonctionnent avec de l'apprentissage supervisé. Et l'apprentissage supervisé, c'est ni plus ni moins que de donner une masse énorme de données pour que l'intelligence artificielle puisse
isoler des comportements, etc., pour faire son choix. Et notamment, il y a une intelligence artificielle qui a appris comme ça, et qui était c'est une histoire assez bizarre, mais une intelligence artificielle qui avait été utilisée pour un concours de beauté. Et il s'est avéré que cette intelligence artificielle, elle éliminait les noirs. Les personnes de couleur, elle les éliminait. Parce qu'en fait, elle a fait de l'apprentissage supervisé et elle a reproduit exactement les mêmes biais que les humains. C'est-à-dire qu'il y a un biais, si c'était des Occidentaux, par exemple, des Américains ou je ne sais quoi, ou des Européens, il y a une espèce de canon de modèle parfait, et on a tendance plutôt à choisir en majorité. Et bien sûr, ça arrive que dans des concours de beauté, des personnes de couleur gagnent, mais c'est pas le plus courant. Et du coup, l'intelligence artificielle a reproduit exactement le même biais. Et ça pose aussi ce genre de questions. Si l'intelligence artificielle, au final, reproduit les mêmes biais, quel est l'intérêt ? Mais dans le cas de Uber, bon, on s'éloigne un petit peu, mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que normalement, la prise de décision, on ne peut pas faire une pause, il y a pas c'est du réflexe. Enfin, voilà. Et oui. Non, juste par rapport, pour revenir à l'intelligence artificielle qui sélectionne pour les concours de beauté, il me semble qu'il y avait eu un truc dans le même style, c'était avec Google, je sais pas trop quoi, qui reconnaissait les visages de noirs comme étant des visages de gorilles. De singe, c'était à chaque fois, et qu'il y avait un visage de noir, c'est dans la tête du... Je sais pas si c'était à chaque fois. Non, mais en tout cas, il y avait eu plusieurs cas comme ça, où la reconnaissance faciale était... Non, mais c'est horrible, parce que du coup, tu te dis comment ça se fait que... Oui, c'est le problème... Effectivement, oui, il y a des questions comme ça. Mais c'est comme l'intelligence artificielle qu'avait mis en ligne, je sais plus si c'était Microsoft sur Twitter, et c'était censé être une intelligence artificielle qui discutait avec les Twitter, et oui. qui devait communiquer, et puis qui devait apprendre à réagir en fonction des gens. Et à la fin, les gens l'ont tellement perturbé, l'ont tellement pourri en quelque sorte, que cette intelligence artificielle, elle en arrivait à être négationniste, à être raciste, etc. Non pas parce qu'elle est raciste, parce qu'elle ne comprend même pas ce qu'elle dit, mais simplement parce qu'elle a reproduit les comportements, et puis elle a vu que dans l'apprentissage, dans les données qu'elle a récupérées, elle a vu que ce genre c'était le genre de discussion qu'on lui donnait en majorité. Mais on en revient toujours au même dilemme à la fin, c'est où est la responsabilité ? Qui est responsable de ça en fait ? Est-ce que c'est les concepteurs qui sont pas assez prudents ? Est-ce que c'est par exemple, tu prends dans le cas de la voiture d'Uber, où là des gens qui finalement discutaient avec cette intelligence artificielle, est-ce que c'est le conducteur qui aurait dû quand même réagir, être plus alerte ? Dans le cas de la discussion, est-ce que c'est les gens qui auraient dû se dire non mais on va pas lui raconter que des bêtises ? Enfin, c'est compliqué en fait, je vois pas comment on peut vraiment décider, on sanctionne telle ou telle personne, ou on sanctionne l'intelligence artificielle. Et moi, mon problème avec sanctionner l'intelligence artificielle, étant donné que ce n'est pas quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a une réflexion, mais c'est simplement un code et un calcul, du coup, je vois pas très bien ce qu'on peut sanctionner. Qu'on va sanctionner en fait. Puisque de toute façon, ça reviendra au même. La voiture, elle va pas dire oh non, mon Dieu, ne me mettez pas en prison. Il y avait en fait cette question de sanctionner l'intelligence artificielle. En vérité, il y a personne qui la privilégie. On peut pas. Non, mais bien sûr. Mais c'était une des possibilités, mais personne ne la privilégie. On est plutôt du côté de. Le jour où on pourra sanctionner une intelligence artificielle, c'est quand elle sera vraiment capable de prendre des décisions d'elle-même. Et c'est pas près d'arriver. En tout cas, si on parle d'une prise de décision, comme on a dit, actuellement, les intelligences artificielles, c'est pas du tout quand on parle d'autonomie, des intelligences autonomes, c'est pas du tout qu'elles peuvent décider de ce qu'elles vont faire à la Terminator d'un coup. Elles ont un objectif qui est donné par les humains, et elle va faire par rapport à cet objectif. Là où elle est autonome, c'est que l'humain, il a rien besoin de faire. Une fois qu'elle est là, elle apprend toute seule, et elle prend la décision toute seule, et puis après, théoriquement, c'est à l'humain de prendre, quand il peut, la décision finale. Et tu parlais du moment où les intelligences artificielles
pourrait prendre des décisions. Et clairement, bon là on arrive à la question de la singularité. Je sais pas si vous connaissez la singularité, si vous savez ce que c'est. Pas trop, non. Non. Alors la singularité, c'est pas du tout une notion scientifique, c'est plutôt une notion, il y a des tenants de cette hypothèse qui disent que un moment, ils le placent vers 2030, l'intelligence artificielle, enfin l'ordinateur, sera bien plus performant, bien plus intelligent que l'humain. Et du coup, on arriverait à une étape de singularité où finalement on se ferait dominer par les machines. Sauf que, bon, clairement, les spécialistes, la plupart du temps, disent que c'est pas près d'arriver et que surtout, voilà, on l'a dit, hein, il n'y a pas de notion de bien et de mal avec une IA. Faut pas oublier que c'est des humains qui les codent. C'est-à-dire, les humains, ils les codent ils peuvent pas. On sait même pas ce que c'est que la joie, etc. Enfin, on sait ce que c'est, mais on sait même pas ce que c'est que l'intelligence en général. C'est très dur à définir ce que c'est que l'intelligence. Alors, comment on pourrait, sans même savoir vraiment de quoi on parle, correctement coder quelque chose comme ça avec les réseaux neuronaux. Enfin, ça serait même pas du codage d'ailleurs, mais bon, c'est bien plus compliqué. Mais en tout cas, clairement, on n'est pas près de l'atteindre. Qu'est-ce qu'on entend aussi par intelligence ? Ah bah oui, hein, ça. Mais actuellement, on n'est pas capable de définir de l'intelligence. Hein. Et certainement que si les intelligences artificielles sont intelligentes, elles seront intelligentes en quelque sorte d'un autre sens que le nôtre, pas à notre manière. Et d'ailleurs, cette question de l'intelligence artificielle qui revient souvent « Ah, attention, elle va bientôt prendre le contrôle de l'humanité, etc. » On va perdre le contrôle un peu à la manière de la créature de Frankenstein, où le scientifique perd le contrôle de sa créature. Clairement, c'est du fantasme, hein, c'est ce qu'on voit beaucoup. Il y a des gens comme Elon Musk qui disent qu'effectivement, attention, il faut se méfier, il faut faire très attention, on va atteindre un point où on va plus pouvoir contrôler l'intelligence artificielle. Il y avait Stephen Hawking aussi qui avait parlé de ça. Et voilà, bien sûr qu'il faut prendre des décisions éthiques, mais justement, en fait, à mon avis, cette question-là, elle a tendance à plutôt cacher d'autres questions qui sont bien plus actuelles et bien plus importantes, comme tout ce qui est le problème des données et l'intelligence artificielle, capable de traiter les informations et de donner un espèce de profil global de la personne. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu un scandale par rapport à un magasin qui utilisait les cartes de fidélité et qui, à la fin, était capable de savoir quand quelqu'un était en grossesse, etc. Parce qu'effectivement, une personne qui est en période de grossesse ou même qui attend un enfant, enfin qui a un enfant, elle va faire des achats très spécifiques. Ou une personne qui est diabétique, elle va faire des achats très spécifiques, elle va acheter sans sucre, ou une personne végétarienne, une personne végane, enfin bref, on peut voir des habitudes alimentaires, des habitudes dans la vie, et faire un profil. En faire un profil, à partir de ça, se dire, bon, cette personne-là, il y a de fortes probabilités pour qu'elle soit ça. Et du coup, les intelligences artificielles font ce calcul-là. Et ça pose problème, parce qu'après, la question, c'est à qui vont ces informations. Et ça, c'est un gros problème, c'est le problème des données et de ce qu'on peut en faire. Et il y a un autre truc, je pense qu'on va terminer là-dessus, parce qu'on commence à vraiment prendre beaucoup de temps sur le sujet. Mais il y a une autre question, et puis on s'est très éloigné de l'idée initiale, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même intéressant. Il y a je sais pas si vous avez entendu parler du scandale de Cambridge Analytics. Non. En fait, ils ont utilisé des données de Facebook. Alors c'est un peu loin de moi maintenant, je m'en souviens plus très bien. Des données qu'ils ont récupérées via un test sur Facebook, et ils ont réussi à atteindre les comptes des amis et compagnie. Et après, à partir de ça, ils ont fait un espèce de profil global, et ils s'en sont servis en fait pour cibler pour tout ce qui est en quelque sorte la propagande politique pour les élections, tout ça. Et ça aurait aidé à élire Trump, par exemple. Voilà, c'est un des grands problèmes. Enfin bon, voilà. Ça, c'était des données sur Facebook. Oui, en fait, ils avaient fait tourner un test où les gens répondaient, et avant de faire le test,
il disait, il y avait ce truc, cette petite page qui s'ouvre en disant vous autorisez machin machin à accéder à ta, et après pour accéder au test, on est obligé de mettre OK. On peut pas désélectionner quelque chose, c'est tout ou rien. Donc tu cliques, et puis les personnes qui l'ont fait ce test, elles sont pas nombreuses, mais le truc c'est qu'il y avait accédé au compte des amis par exemple, au profil des amis, et ça fait qu'une personne qui acceptait ce test, et finalement ça faisait une centaine de personnes, et ainsi de suite. Voilà. Bon, on va passer à un autre sujet. On va passer au sujet du tiers du Sahara. Ok. Pourquoi tu me regardes en disant Non, mais oh là là, terrible. Alors, le Sahara, oui, c'est cette information. Il y a une étude publiée dans le Journal of Climate, avec mon superbe accent, qui montre que en 100 ans, le dernier siècle, le désert du Sahara se serait étendu de près de 10%, ce qui est assez énorme. Et ils ont réussi à faire cette estimation via en fait des données de précipitation qu'ils ont récupérées depuis 1920 en Afrique. Et en fait, ils ont fait du comparatif et ils ont vu comment évoluaient les précipitations, etc. Et en fait, une zone, elle est qualifiée d'aride, à partir du moment où elle reçoit moins de 100 mm d'eau par an. Et ils ont vu que il y avait des zones géographiques où les précipitations diminuaient au fil des ans. Et c'est notamment le cas du Sahel, donc qui est la bande du Sahel, qui est la zone semi-aride qui fait une espèce de frontière après le désert du Sahara. Et en fait, cette zone du Sahel, qui est quand même vachement importante, qui est semi-aride, a tendance à devenir aride. Et l'implication humaine est estimée l'impact humain est estimé à environ un tiers. Oui, mais on est impliqué dans quel sens? C'est-à-dire que dans par pollution? Oui, c'est ça, dans le sens de la pollution, des aérosols et compagnie. Ok. C'est le réchauffement climatique. Donc c'est une conséquence du réchauffement climatique. Non, c'est pas une conséquence. Il y a une histoire de cycle. Le réchauffement climatique intervient au un tiers. Donc voilà, c'est problématique parce que cette zone du Sahel, qui est en train de se désertifier, je ne sais pas si ça se dit, forcément c'est embêtant aussi pour la population locale, qui perd au fur et à mesure du territoire, qui est obligée de s'en aller, et elle perd aussi des territoires pour cultiver, pour l'agriculture, tout ça. Donc ça pose énormément de problèmes. Du coup, tu as dit que l'impact humain était au un tiers. Et donc, du coup, les deux autres tiers, c'est quoi? C'est le cycle Juste naturel. le cycle. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6000 ans, le Sahara était une zone complètement verdoyante. C'était pas du tout ça. En 6000 ans, on est arrivé d'une zone très verdoyante au désert qu'on a là. Du coup, même si... Je finis juste ça. Oui. Du coup, même si on réduisait l'impact humain, inévitablement, ça deviendrait un désert quand même, en fait. Peut-être moins rapidement. Ça s'étendrait moins rapidement, ça c'est sûr, mais peut-être que les données ne le disent pas, ça. Mais la question, c'est moins rapidement, et est-ce que plus loin? Parce que moins rapidement, c'est quelque chose. Voilà. Mais plus loin, c'en est encore une autre. Et ça, c'est difficile à prévoir. Ça fait partie des zones d'ombre. D'accord. Moi, ce que j'ai entendu par rapport au Sahara et tout ce qui est du sable, c'est que je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais dans l'organisation de comment fonctionne la météo, il y avait une importance du Sahara, puisque avec les vents, c'est acheminé vers l'Amazonie, par exemple, et ça nourrissait les terres et de je sais pas quoi. Pour la chaleur. Enfin, ça. Je sais pas trop, donc c'est un truc qu'il faudrait vérifier. Et du coup, d'après ça a son importance dans l'écologie, on va dire, de la Terre. Donc c'est une information que tu devrais peut-être vérifier. Ouais. Certainement que de toute façon, les courants d'air chaud, tout ça, sont importants, ne serait-ce que pour la vie dans certains endroits. Enfin, c'est clair. Je vérifierai.
Moi j'ai une autre info, enfin j'en ai plein des infos en fait sur le Sahara, mais parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir cette vision du Sahara comme un énorme désert de sable. Et ben en fait, figurez-vous que le Sahara, l'image qu'on en a, c'est-à-dire une zone complètement de sable étendue, ça représente en fait que 20% du désert. Et les autres Les 80 autres... En fait, cette zone-là, le sable, on appelle ça les ergues. Donc, c'est des zones avec des dunes de sable. Et le reste, les 80%, c'est ce qu'on appelle les règues. Et en fait, c'est des zones rocailleuses. D'accord. En fait, ce que ça fait, en schématisé, hein, le désert du Sahara, ça fait des montagnes, les montagnes, le massif de l'Atlas, qui longe le Maroc, tout ça. Les montagnes, des plaines, le reg et les ergues. Et en fait, il y a un espèce de tout un phénomène d'érosion qui fait qu'au fur et à mesure, eh ben, les roches... En fait, il y a des variations de température telles, par exemple, dans le Sahara, que les roches ont tendance à s'éclater, et ça s'éclate de plus en plus dans des morceaux de plus en plus petits. Et ensuite, il y a l'eau qui intervient, l'eau des montagnes, qui va en printemps et en automne. Il y a la neige qui va fondre, il va y avoir des précipitations, et ce qui va se passer, c'est que il va y avoir d'un seul coup des crues énormes, et qui vont créer ce qu'on appelle les oueds, je ne sais pas si je le prononce très bien, les oueds, et en fait, là ça va continuer l'érosion, c'est-à-dire les roches vont se fracasser entre eux, vont devenir encore de plus en plus petits, et ensuite, ça va amener, ces crues vont amener ces roches assez loin dans le désert, et ça va former le reg, justement. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'après, une fois que l'eau s'est évaporée, ce qui va assez vite dans le désert du Sahara, des crues comme ça, où tu as l'eau qui monte de 1 mètre en l'espace de quelques heures, et en 3-4 jours, c'est fini, il n'y a plus rien. Et après, c'est le vent qui reprend le dessus, et là, en fait, le vent, il va pousser les petits minéraux, enfin les petits minéraux, et qui va provoquer encore de plus petits sables, et puis après ça va les emporter jusqu'à des milliers de kilomètres, et ça va faire les ergues. Enfin, bon bref, c'est tout un processus comme ça, très lent, hein, mais voilà. C'est vrai qu'au Sahara, il y a enfin, c'est ce qu'on dit, qu'il y a des températures très chaudes, mais le soir, c'est ça, le soir, ouais. Il fait très très froid. Il peut y avoir des variations jusqu'à 50 degrés. On passe à un autre sujet. Donc on va parler maintenant de la vallée du Rift. Alors la vallée du Rift, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, sauf si vous avez lu l'article récemment, qu'il y a au Kenya, il y a quelques semaines, il y a une espèce de crevasse géante qui s'est ouverte et qui fait dans certaines zones, plus de 15 mètres de large et qui parcourt plusieurs kilomètres. Elle a même traversé des routes commerciales. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la vallée du Rift, c'est justement la limite entre la plaque somalienne qui est à l'est et la plaque africaine qui est à l'ouest. Et du coup, en fait, les continents, ça bouge encore. Hein. On parle beaucoup des rives des continents à l'époque, il y a 250 millions d'années jusqu'à maintenant, mais il faut savoir que les plaques tectoniques, ça bouge encore de près de 1 cm à peu près, 1 à 10 cm selon les endroits par an, et c'est notamment le cas à ces endroits-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup, il y a beaucoup d'articles et des chercheurs qui expliquaient que cette crevasse qui s'était formée était une conséquence. Oui, voilà, était une conséquence de était une conséquence de ce déplacement des plaques. C'était dans une région peuplée ou... Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a cette faille, elle a carrément traversé une maison à un moment. Une personne, elle avait 72 ans, je crois, je revérifierai. Une vieille dame qui avait 72 ans en plein dîner, et le truc s'est formé de manière assez précipitée d'un coup, et puis ça a séparé son salon. Ça veut dire qu'en quelques secondes ça s'est ouvert. Voilà. Ça et du coup, voilà. Sauf que voilà, et le truc c'est que on parle de déplacement de ces plaques tectoniques de 1 cm par an. Alors que là, d'un seul coup, on a une énorme crevasse qui se produit, c'est assez impressionnant. Oui.
Mais du coup, c'est 1 centimètre par an, mais est-ce qu'au bout d'un moment cumulé, ça n'a pas pu créer une espèce de trou, en fait, Oui. qui a tout... Un espèce de trou qui En fait, ça s'est fait profond. en dessous, Ah oui. sauf ouais. qu'à un moment donné, ce trou qui s'est fait en dessous a en fait entraîné la surface. Et c'est de ce fait que ça s'est fait si soudainement, mais c'est parce qu'en profondeur, c'était bien plus important que ce qu'on imaginait à Ouais, la c'est base, quoi. l'accumulation des Oui, c'est années ça. qui a fait que d'un là, coup, c'est visible. et du coup, là, ça devient visible. Alors, justement, ouais, il y a beaucoup de débats sur la question de cette crevasse, et la plupart des chercheurs, en vérité, pensent que cette crevasse-là, elle n'est pas liée directement, en tout cas, au déplacement des plaques tectoniques. En fait, quelques semaines avant, il y a eu des précipitations, des pluies très très fortes. Et en fait, ça aurait érodé la terre, la roche, et en fait, ça aurait fait des effondrements comme ça qui se seraient passés. Et il y a d'autres chercheurs qui disent que en fait, il y avait une espèce de couche, exactement comme tu le disais finalement, il y avait une espèce de couche qui était assez fine, mais qui tenait pendant un certain temps, et la pluie a fait que, en fait, finalement, le déplacement, cette grande faille était déjà là avant, sauf que Elle a été révélée. à cause de l'érosion, elle a été révélée. Donc ça, voilà, ça c'est une espèce de... Bah, Il y a des hypothèses, pour le moment on ne peut pas vraiment trancher, il faut laisser le temps faire, les recherches faire, et on aura la réponse. Vite fait, par rapport à la solution qui disent que c'est à cause des pluies, en vrai c'est la première que tu as donnée, du coup c'est tout à fait probable parce que c'est tout à fait probable parce que si on regarde un peu les dégâts qu'une inondation peut faire sur une route, on se dit bon bah voilà quoi. Après elle est vraiment énorme. Enfin je veux dire, moi j'ai vu des photos, Oui, c'est vachement impressionnant. On a déjà vu des routes se faire effectivement craqueler, certaines s'effondrer et tout, mais pas à ce niveau-là quoi. Là c'est... Enfin je veux dire, ça se fait sur plusieurs kilomètres, c'est un truc, t'as vraiment l'impression que... Enfin, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est vrai que la Terre, on a l'impression que ça se sépare en deux, quoi, que d'un coup, le truc, il va partir, et il va être là, Ouais. Oui, c'est important de préciser, mais bon, déjà, ce phénomène-là, il se produit depuis 20 millions d'années. Et bien sûr, la dérive des continents, ça se produit très, très, très lentement. Donc, le moment entre où la plaque somalienne va se séparer de la plaque africaine, on sera largement plus là, ça se compte en millions d'années. Donc clairement, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui va arriver soudainement. Il ne faut pas imaginer que maintenant qu'il y a que cette crevasse, c'est bon, il y a l'océan qui va prendre ses droits, et puis hop, la plaque somalienne va s'en aller. Ça aurait été fun. Voilà. Et j'ai appris des trucs intéressants avec cet article, parce que du coup, je suis allé un petit peu plus loin. Et en fait, bon, c'est peut-être bête pour beaucoup, peut-être qu'ils le savent déjà, mais moi je ne le savais pas, je ne suis pas du tout expert du domaine. Mais c'est intéressant parce que, on l'a dit, chaque année, les plaques, les plaques tectoniques continuent de se déplacer de 1 à 10 cm selon les endroits par an. Et en fait, les GPS prennent en compte ces déplacements-là dans leurs calculs. En continu. C'est marrant. C'est rigolo. Ouais. Et en fait, je sais pas, vous connaissez la Pangée. La Pangée, c'est le moment où, il y a 250 millions d'années, où tous les continents n'en formaient en fait qu'un. Et en fait, j'ai appris que en fait, c'était une histoire de cycle. À peu près toutes les 300 millions d'années, en fait, tous les continents se regroupent. Puis ils recommencent, ils se séparent et ils se regroupent. Et on appelle ça le balai des plaques lithosphériques. Elles s'éclatent, puis se reconvergent. Elles s'éclatent, puis se... Ah ouais, d'accord. Donc en fait, là, c'est en train de se séparer, mais ça finit par revenir au bout d'un moment. Ça va en fait. reformer un continent c'est unique. marrant. Ah oui, c'est... Comme un souffle, en fait. J'ai appris ça récemment, donc dans le cadre de ce podcast. Comme quoi, c'est super, j'apprends plein de choses. C'est un peu pour ça que je le fais aussi. Et c'est le balai, comment ? Le balai des plaques lithosphériques. C'est beau. Donc, Les plaques, magnifique. ouais. C'est un chef-d'œuvre. Comme quoi la science peut aussi avoir Ouais, des ouais. mots qui rendent beau. Ça fait beau. Mais de toute le façon, balai des plaques lithosphériques, c'est très beau. faut à tout prix regarder la vidéo de Dirty Biology sur la beauté de la science. Bah, tu le mettras en description, je crois, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça.
On va pouvoir passer au dernier sujet. Et en fait, c'est un sujet dont on avait déjà en partie parlé dans le podcast que vous n'avez pas malheureusement, mais nous, on l'a... Enfin, malheureusement, je sais pas, peut-être que vous êtes content de ne pas d'en avoir qu'un et vous n'en voulez pas d'autres. Mais bon, nous, ça nous fait plaisir, en tout cas moi. Donc, c'est un sujet dont on avait déjà parlé la semaine dernière pour le podcast qui n'a pas pu être mis en ligne. Et en fait, c'était le sujet de Tianguan. Donc, on avait parlé des endroits où Et il s'est avéré que c'est déjà tombé, et comme on s'en doutait, c'est tombé dans l'océan, c'est-à-dire l'endroit le plus probable. C'est un sujet qui a été très médiatisé, et ça a tendance à laisser penser que c'est un phénomène très exceptionnel. Et en vérité, c'est pas vraiment le cas, puisque en moyenne, par an, il y a 100 tonnes de débris spatiaux qui tombent sur Terre. Alors, il faut savoir que la majeure partie finit par se désintégrer dans l'atmosphère. Il y en a seulement une cinquantaine à peu près qui arrivent à toucher le sol, et elles tombent généralement dans les océans, parce que les océans, ça représente, faut pas l'oublier, 70% de la planète. Donc la semaine dernière, vous posiez des questions sur... Enfin toi, Clémentine, tu avais posé une question sur oui, mais les scientifiques, ils peuvent pas prévoir ça, un petit peu où ça va tomber de manière très précise. Et en fait, non, apparemment, c'est vraiment très compliqué de faire des mesures précises sur ce genre de débris. Donc je n'ai pas les détails, mais vraiment apparemment c'est quelque chose de très compliqué. La raison pour laquelle je reparle de ce sujet-là, c'est parce que, je l'ai dit, en fait, il y a pas mal de débris qui tombent chaque année, 100 tonnes, donc c'est assez énorme. Et les débris spatiaux, donc qui sont des débris artificiels, il y en a plein. Ça aussi, on l'avait évoqué la semaine dernière. Il y en a plein au-dessus de nous. Et il y a des objets entiers. Les objets entiers, donc des étages entiers, des lanceurs. Ces objets entiers représentent près de la moitié des débris qu'il y a au-dessus de nous. Il y en a de toute taille. Par exemple, parce que quand les étages explosent entre eux, les lanceurs, les satellites, tout ça, parce qu'il y a aussi des satellites. Pourquoi d'un coup 100 tonnes de débris Comment ça se fait? Oui, ça se fait qu'ils tombent? C'est une question de l'orbite, en fait. C'est à partir d'un moment, et en fait un objet spatial qui est en orbite, il est constamment en chute libre, en fait. C'est ça l'idée de l'orbite, il faudrait qu'un objet soit constamment en chute libre. La plupart des objets, il faut leur redonner une petite puissance, un petit coup pour qu'ils repartent un petit peu, pour qu'ils puissent reprendre. Sauf que dans le cas de Tianguan, c'était c'est pas un satellite, c'était une station spatiale dont ils avaient totalement perdu le contrôle, et ils pouvaient pas remettre ce petit coup, ce tac de propulsion, et du coup, inexorablement, ça s'approchait de plus en plus, et ça devenait de plus en plus attiré par la gravité. Enfin, ça l'était toujours, mais de plus en plus, au bout d'un moment, c'était plus en chute libre constante finalement, et hop, ça allait tomber dans l'atmosphère. Ça veut dire que, implicitement, tu es en train de nous dire que tous les débris gravitant autour de la Terre vont forcément un jour tomber? Alors, à cette question, je sais pas trop. En fait, il y a deux, on va dire deux zones où il y a énormément de débris spatiaux. Il y a les orbites basses, donc entre 700 et 1000 km d'altitude. Et il y a les orbites géostationnaires, 36 000 km. Alors, les orbites basses, clairement, oui. Au bout d'un moment, ils vont être irrémédiables. En revanche, en ce qui concerne les orbites géostationnaires, je vérifierai, enfin, je regarderai, je peux pas te répondre. Donc, je peux pas te dire. Et en fait, la raison pour laquelle, à la base, je parle de ce sujet-là, c'est que les débris spatiaux, c'est un grand problème. On l'a suffisamment entendu, je pense, récemment. Et en fait, il faut savoir que le 4 avril dernier, donc mercredi, il y a quelque chose qui a été lancé par SpaceX en destination de l'ISS. C'est un satellite qui s'appelle Remove Debris, qui a été fabriqué par les Européens. Et en fait, c'est un satellite qui pèse environ 100 kg
et qui forme un petit cube de 0,65 mètres sur 0,65 mètres sur 0,72 mètres. Et en fait, ce petit satellite, il est équipé de ce qu'on appelle des CubeSats, c'est-à-dire c'est des satellites très très petits. Et en fait, il est là pour effectuer diverses expérimentations. Et en fait, le but de ce satellite, ça va être de tester des méthodes pour pouvoir envoyer les débris, justement, dans l'atmosphère pour qu'ils puissent se désintégrer normalement. Et en fait, parce qu'il y a des gros débris, hein, et il faut savoir que ça pose un vrai problème. On pourrait penser que, bon, on n'entend pas beaucoup parler de ce genre de sujet-là, mais par exemple, en 2015, l'ISS a quand même dû faire 5 manœuvres d'évitement de débris. C'est plutôt dangereux pour ceux qui sont en haut, quoi. C'est exactement, c'est dangereux c'est dangereux pour les satellites, c'est Ouais. dangereux pour les stations habitées comme l'ISS, comme on les Parce que du coup, une fois qu'ils sont dehors, ils risquent de se prendre un truc dans la tronche. Ben, ça peut faire un scénario à la Gravity, par exemple. Non, c'est l'image qu'on a. Mais voilà, c'est... Bah, moi, l'image des petits cubes, je trouve que ça fait très science-fiction, en fait. Oui. Si Alors- tu vois des petits cubes, tu vois un petit cube, et puis après, il lâche plein de petits cubes, et tu te dis... Oh. Alors, en fait, ce satellite-là, il va fonctionner comment? Ce satellite-là, il est expérimental. Donc, il va pas être employé directement avec des débris qui sont effectivement dans l'espace. En fait, il va s'essayer sur lui-même, en quelque sorte. Donc en fait, ce satellite-là, il est équipé donc de CubeSat, donc effectivement de petits cubes qui sont en expérimentation, mais qui risquent de devenir dans le futur, parce que ça coûte moins cher à produire, tout ça, des satellites qui seront très très fréquents là-haut. Et en fait, elle a plusieurs missions. Le but de ces petits CubeSats, ça va être de voir si il peut réceptionner les débris et puis les envoyer dans l'espace. Alors, est-ce que vous avez une idée un petit peu de comment elle va faire pour réceptionner, enfin pour se saisir de ces débris? Alors, il y a deux manières, vous les connaissez en fait, parce qu'en fait, c'est des méthodes qu'on utilise nous sur Terre pour la pêche, c'est-à-dire le filet et le harpon. C'est bien. Et ben en fait, voilà, donc ils vont tester le filet et le harpon pour voir un petit peu ce que ça donne. On a parlé des débris, voilà, de matériaux faits par l'homme, mais est-ce qu'il y a des débris plus naturels? Petits cailloux... Oui, voilà, des trucs qui... je sais pas. Est-ce que ça existe Est-ce que dans cette fameuse On ceinture de n'a débris... pas de ceinture de... Non, mais je sais pas, il y en a un qui est arrivé, qui a été accroché avec les Une autres. comète qui est arrivée d'un coup et qui s'est explosée contre un débrit et qui a... Non, mais je sais pas. Alors, si, Ah, des excuse-nous, mais on est des pas choses spécialistes, glacées hein. ou je sais pas. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, le problème qui se pose, c'est surtout les débris artificiels. C'est surtout les débris d'origine humaine. Après, en ce qui concerne les débris naturels, on parle pas de débris du coup. Et en fait, apparemment, non. Parce qu'à mon avis, il y en a tout simplement pas. Ouais. Parce qu'en fait, ça Je sais impliquerait... pas. Mais je sais pas comment il serait arrivé là en fait. Oui, en fait, à mon avis, tout simplement parce qu'il y a la gravité qui a fait son œuvre depuis très longtemps. Et les petits morceaux de roche, on avait des ceintures d'astéroïdes avant, et ben ça a fait la Terre, ça a fait la Lune. La gravité a, depuis le temps, largement attiré ces corps-là chez nous, quoi. D'accord. Voilà, donc ce satellite-là, il sera théoriquement utilisable en juin 2018, parce qu'en fait, il est arrivé le 4 avril à l'ISS, et en fait, après, il va être monté là-bas, et une fois qu'il sera monté, hop, il sera reparti par un bras robotique et envoyé, et il pourra être utilisé en basse altitude. En espérant que la pêche soit bonne. Exactement. Donc voilà, vous avez des questions? Enfin, il y a non? Non. Donc voilà, c'était C'était très clair en fait. C'était très Ouais. clair. Ah bah super. Bon bah ça veut dire que j'ai bien préparé mon truc. Oui, En tout cas, j'ai essayé. précis. Donc voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais préciser? Bah, je vais juste revenir sur un truc, vous m'avez pas posé la question, mais il y a des règles qui existent dans l'espace.
Et au niveau des débris, par exemple, il y a une espèce des règles qui existent. Comme dans un code pénal. Ouais, en fait, ils sont pas spécialement respectés apparemment. Il y a un code ISO par exemple, mais apparemment il a du mal à être respecté par tout le monde. Donc il y a plusieurs règles, je vais les donner comme ça à titre informatif. L'interdiction de générer volontairement des débris dans l'espace. Donc voilà. Donc, faut oser. Hein. Faut oser. Alors il y en a beaucoup qui se sont plaints justement de la voiture de la Tesla de Elon Musk comme étant un déchet, un débris mais en fait pas du tout, parce que le principe c'est qu'elle ne reste pas en orbite autour de la Terre. Le principe c'est hop, on l'envoie le plus loin possible, qu'elle voyage. Ensuite, en deuxième règle, il y a la mise en œuvre de tous les moyens pour éviter l'explosion en orbite. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que par exemple un satellite, à partir du moment où il a dépassé sa durée de vie, théoriquement, il faut prévoir la mise le fait qu'elle tombe dans l'atmosphère pour pouvoir se désintégrer. Il faut pas la laisser. Il faut une programmation d'atterrissage, on va dire. Ouais, c'est ça. En fait, il faut programmer sa chute. D'accord. Et on en vient à la troisième règle, interdiction de rester plus de 25 ans en orbite basse ou de rester sur l'orbite géostationnaire après la fin de la mission. Donc voilà, il faut obligatoirement programmer la chute. La raison à ça, c'est que une fois qu'on perd le contrôle, un petit peu comme Tiangong, ça peut poser des problèmes. Bon, là, ça n'a pas spécialement posé de problème, mais on l'a dit, il y a des manœuvres d'évitement qui existent. Les satellites aussi en font. Sur Terre, il y a des mouvements d'évitement qui sont... C'est vrai, ça c'est intéressant. Donc c'est pour... Et du coup, un satellite ou quelque chose où on a perdu le contrôle, on ne peut pas faire cette manœuvre d'évitement. Et c'est ça le problème. Oui, tu voulais dire, Mickaël ? Disons que c'est aussi en prévision, tu prends la station de l'ISS, elle est programmée pour chuter à un moment donné ou à un autre. En 2023, je crois. Mais voilà, du coup, si cette règle-là n'existait pas, imagine les choses énormes qu'on pourrait laisser dans l'espace. Je veux dire, la station de l'ISS, elle est... Ouais, 4000 tonnes. Elle est énorme. T'imagines si les prochaines stations devaient s'amuser à éviter celle-là déjà ? Enfin, je veux dire, ça paraît... Tiangong 1 faisait 9 tonnes d'ailleurs. Ça paraît évident que c'est une bonne règle, quoi. Et ensuite, la quatrième règle, la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour éviter les collisions. Donc c'est ce qu'on a dit, faire des manœuvres d'évitement, etc. Donc voilà. En France, on a le COO à Toulouse. Donc le CO qui est le Centre Orbitographie Opérationnelle. En tout cas, dans ce centre orbitographie opérationnelle, ils ont moyen de voir un petit peu où en sont les débris. Et en fait, ils font des calculs pour voir un petit peu la menace, si elle est importante ou pas. Et si la menace est importante, on préfère prévoir et on fait automatiquement une manœuvre d'évitement. C'est pratique. Exactement. Donc on envoie l'information et hop, on l'a fait. Vous ne croyez pas qu'on investit plus dans l'élimination des déchets Non, c'est des questions qu'on se pose que depuis très récemment. Par exemple, actuellement, on n'a aucun moyen de gérer les débris dans l'espace. Donc le seul moyen qu'on a, c'est de les éviter. Ce satellite-là qui va être envoyé, c'est vraiment un satellite qui est là pour expérimenter des futures méthodes qui pourraient possiblement permettre de gérer les débris dans l'espace. Ensuite, en ce qui concerne les débris sur Terre, c'est un tout autre sujet dont on va peut-être parler dans un prochain podcast d'ailleurs. C'est un sujet super intéressant. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on peut mettre fin à ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère à vous aussi, Clémentine et Amine. Très intéressant, ouais. Et puis à la semaine prochaine. Salut. Ouais. Au revoir.